Traduite du vieux français, la légende dit ceci. Par-delà espace et temps, son esprit veille sur ceux qui, dans la plus sombre des nuits, cherchent la petite lumière. Mais lueur, c'est plus classe. La petite lueur. Lueur, tout court. La lueur. Dans un monde au-delà de la vue, où le ciel rayonne de sa lumière d'or, là, la boîte cachée pourrait réaliser les rêves des mortels. C'est marrant, tu l'as dit comme si ça allait rimer, mais au final pas du tout. Un seul être au monde sait où la trouver. Et pour la trouver, vous devrez le trouver. T'es pas sérieux. Il est celui qui vous guidera. Il est votre seul et unique espoir. Votre seule chance de victoire. Il est le gardien. Il est... le Cerbère. Ok, alors le plan. Vous restez ici, vous bougez pas, tous les trois, et moi, je vais régler le problème. Non, c'est pas toi le chef toujours, c'est moi le chef, ok? C'est pas toi qui y va, c'est moi qui y va. Ok, c'est toi qui y vais. Ok. Parce que tu comprends, c'est une question de hiérarchie, ok? C'est une question d'ordre. Ouais, y a pas de problème, hein, j'ai compris, tu peux y aller. Oui, bah j'y vais. On ne bouge plus. Vos papiers, s'il vous plaît. Sérieusement? Putain! Et on est en 2017, quoi! Putain, on est en 2017. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est la merde. Fais voir. Effectivement, c'est la merde. Ah putain de merde. Fais chier, on y était presque. On a fait des bornes et des bornes pour rien, du coup. Ah bah me dis pas ça à moi, qu'est-ce que j'y fasse? C'est pas ma faute. Putain, moi aussi je préférais ma vie d'avant, hein, quand on regardait des films cool entre potes et qu'on se marrait et tout. Je préfère ça à crapahuter dans cette pampa de merde là. Toi tu te souviens pas, t'étais pas là, mais c'était vraiment cool. Tu te souviens, Jérém? Ah, si je me souviens. Salut à tous, c'est Kamel de Biche pour une nouvelle émission. Joyeux Noël! Mais oui Jérémy, c'est Noël, bien joué. Il est très beau ton costume en plus. Merci! Bah écoute, c'est pour moi? Oui! C'est adorable. Gilles Eh ben j'ai l'impression que le virus de Noël a fait son petit bonhomme de neige de chemin. Allez, on commence. Donc, Gremlins, c'est une comédie horrifique américaine sortie le 8 juin 1984 aux États-Unis, produite par Steven Spielberg, Yes! écrite par Chris Columbus, Yes! Ah non, je m'en fous. et réalisée par Joe Dante, génialissime réalisateur, scénariste et producteur américain dont la filmographie est aujourd'hui considérée comme une des pierres angulaires du cinéma fantastique populaire des années 80 et 90. Une carrière super méga giga tip top intéressante qui mériterait des heures de soliloque que nous n'avons pas. Par contre, ce qu'on a, c'est un débit de parole élevé et des jingles un peu cheap. Vous êtes chaud? Ça va. Alors, Joe Dante naît en 1946 à Morristown dans l'état du New Jersey et se passionne pour le cinéma dans les années 50 et 60 en fréquentant les salles obscures où il développe un amour pour les films d'horreur et de science-fiction de cette époque-là, notamment en participant à ce que les États-Unis appellent des matinées, soit des projections destinées aux enfants et aux adolescents organisées le samedi matin. Des projections qui comprenaient souvent un cartoon, un film principal et un ou deux épisodes d'un serial de l'époque. Donc, ces matinées et la télévision, qui devient le média dominant dans les années 60 et qui rediffuse des vieux films, vont lui permettre de se construire une culture cinématographique très riche. Culture qui s'exprime publiquement pour la première fois dans les pages de Famous Monsters of Filmland, un magazine consacré au cinéma de genre que Joe Dante lisait régulièrement. Le magazine décide de publier dans son numéro 18 une des nombreuses lettres que ce dernier leur avait envoyées et qui consiste en une liste des 50 pires films de monstres du monde. Il continue ensuite à écrire pour d'autres magazines de cinéma et organise des projections de films, ce qui lui donnera l'opportunité d'en réaliser un, The Movie Orgy, entièrement construit à partir d'extraits d'autres films, séries et publicités qui sera projeté sur de nombreux campus universitaires à la fin des années 60 et au début des années 70. Le montage évoluant constamment entre les projections pour, au final, atteindre une durée de plus de 7 heures. Un film dont je n'ai malheureusement vu que des extraits
extraits et dont le titre m'enlève absolument tout espoir de le trouver un jour sur internet. Wow. Mais sa carrière sera réellement lancée par sa rencontre avec deux personnes. La première s'appelle John Davison, producteur américain qui a depuis bossé sur Y a-t-il un pilote dans l'avion, Starship Troopers, et qui, accessoirement, fait la voix de D209 dans Robocop, ça c'est méga la classe. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. Et le second est Roger Corman, lui aussi producteur de films de série B, qui ouvre en 1970 la société de production New World Pictures, grâce à laquelle il va pouvoir faire bosser toute une tripotée de jeunes réalisateurs tout juste sortis d'école, à qui il confie des films de genre à tout petit budget, sur lesquels ils vont pouvoir se faire la main. Certains de ces réalisateurs sont d'ailleurs depuis devenus des cinéastes de premier ordre, comme Jonathan Demme, Monte Hellman, James Cameron, Martin Scorsese ou encore plein d'autres. Bref, en 1976, John Davison fait un pari avec Roger Corman en lui promettant de produire le film le moins cher de l'histoire de New World Pictures. On Monday, Candy came to Hollywood. On Tuesday, she lost her blouse. On Thursday, she massacred 300 rebel soldiers. On Friday, she found out the bullets were real. On Saturday, she married Godzilla. Le résultat, Hollywood Boulevard, un film qui a coûté 60 000 $, est confié à Joe Dante, mais est difficilement considérable comme son premier film puisque pour des raisons économiques, le film utilise massivement des images d'autres films de New World Pictures, et le film est co-réalisé par Alan Arkush, réalisateur peu connu qui a surtout officié à la télévision sur des projets tels que Clair de Lune, la série qui a révélé Bruce Willis. Bref, même si The Movie Orgy et Hollywood Boulevard contiennent sans aucun doute la patte de Joe Dante, leur côté un peu informel me fait situer le vrai début de sa carrière un poil plus tard. 2 ans plus tard, pour être plus précis, en 1978, avec la sortie de Piranha, toujours produit par Corman chez New World Pictures, qui est un film de monstre qui surfe sur la vague des Dents de la Mer sorti 3 ans plus tôt, mais qu'il fait avec une pointe de dérision qui le rapproche moins du plagiat que du pastiche. 51. Elle est super bien. T'es super drôle aujourd'hui. Merci. Donc le petit succès de Piranha, qui pour un budget de 770 000 $ en rapporte 16 millions, permettra à Joe Dante de poursuivre sa carrière avec le très sympathique Hurlement, un film de loup-garou qui lui aussi sera un succès commercial au point d'engendrer pas moins de 7 suites. Un joli début de carrière qui le fera remarquer par Steven Spielberg en personne, qui lui proposera de se lancer sur Gremlins et accessoirement aussi sur un des segments du film à sketch adapté de la 4ème dimension. Les autres segments étant réalisés par John Landis, Steven Spielberg lui-même et George Miller. Un film qui obtiendra des critiques mitigées, La Loose, un succès correct au box-office mais plutôt décevant par rapport à ce que les studios espéraient gagner, La Loose contextualisée, et qui coûtera les vies de l'acteur Vic Morrow et de 2 enfants lors d'un accident d'hélicoptère sur le tournage du segment de John Landis. La loose absolue et totale. Par contre, c'est complètement l'inverse pour Gremlins, qui fait un carton colossal, rapportant plus de 150 millions de dollars pour un budget de 11 millions et devenant très rapidement un grand classique de la comédie horrifique. Et à partir de là, Dante va enchaîner les films et les productions télévisées, toutes plus cool les unes que les autres, et évidemment j'en profite pour vous recommander vivement l'intégralité de sa filmographie, qui comprend bien sûr des hauts et des bas, mais qui contient plein de films extrêmement intéressants, comme The Burbs ou Les Banlieusards avec Tom Hanks, une satire très amusante des banlieues américaines, Matinée ou Panique sur Florida Beach, un super hommage au cinéma de genre avec lequel Dante a grandi, ou encore l'injustement boudé Small Soldiers, faux film pour enfants antimilitariste imparfait mais courageux, qui mérite très clairement une réhabilitation. Tous ceux qui sont d'accord disent aïe. Aïe. Film réhabilité. Mais Joe Dante ne s'est pas contenté de faire des films, il a aussi beaucoup travaillé à la télé, ce qui me donne un prétexte pour vous recommander 2 séries sur lesquelles il a bossé. La première s'appelle Erie, Indiana, ou Marshall et Simon en France, et raconte l'histoire de 2 jeunes frères qui doivent résoudre des énigmes paranormales dans une petite ville états-unienne. Et la seconde est un immense coup de cœur personnel, il s'agit de Police Squad, la série qui a donné les films Y a-t-il un flic, et qui est selon moi une des séries les plus drôles du monde, malheureusement arrêtée après 6 épisodes faute d'audimat. Et Rex Hamilton dans le rôle d'Abraham Lincoln. Conclusion, faut regarder ça. D'autant que si vous aimez Joe Dante, vous allez retrouver plein de traces de son cinéma dans ses séries. Bref, sa carrière est remplie de perles et je termine rapidement en évoquant son site internet Trailers from Hell, qu'il crée en 2007 et sur lequel différents réalisateurs de longs métrages commandent des bandes annonces de films. Et c'est super bien. Quoi qu'il en soit, malgré toutes ces jolies productions audiovisuelles diverses et variées, Joe Dante reste avant tout le réalisateur de Gremlins, de loin son film le plus célèbre, et ça tombe bien, parce que c'est celui dont on va parler aujourd'hui. J'ai répondu à toutes vos questions ? On n'en avait pas. On n'en avait pas vraiment. Donc, Gremlins nous raconte l'histoire de Billy Pelzer, interprété par Bernard Campan, Zach Galligan. un jeune employé de banque dans la ville de Hill Valley, Kingston Falls. une petite ville de carte postale de l'état de New York dans laquelle la quasi-totalité de l'action va prendre place. Cet adorable endroit est le lieu de résidence d'une galerie de personnages extravagants qui gravitent autour de Billy, et que nous allons nous faire un plaisir d'énumérer. On commence avec son père, Randall Pelzer, qui gagne sa vie en vendant ses propres inventions de merde, hein, clairement on peut dire de merde. La salle de bain de poche. Sa mère, qui me donne envie de ressortir mon vieux disque de jingle publicitaire de Richard Gottener. Kate, une collègue de Billy pour qui il a le béguin, interprétée par Phoebe Cates, qu'on a déjà vu dans la sympathique comédie Fast Time at Ridgemont High, que je vous recommande juste pour l'improbable prestation de Sean Penn en surfeur débile. Son voisin, protectionniste obsessionnel qui n'accepte de consommer que des produits américains. Sacré bon Dieu de poste étranger. Et qui est interprété par Dick Miller, un acteur fantastique qui joue dans tous les films de Joe Dante et dans un tas de films de Roger Corman, comme Un baquet de sang en 1959, La petite boutique des horreurs en 1960, ou encore La femme Apache en 1955, qui est le premier film où il apparaît et où il joue un cow-boy. Et un indien, Barney le chien, clairement le meilleur acteur du film et peut-être même de sa génération. Encore aujourd'hui, je suis halluciné par sa performance.
Yeah. Et enfin, Madame Deagle qui est... Je sais pas comment dire ça poliment... Une effroyable connasse, une héritière super riche qui possède une grosse partie de l'immobilier de la ville, qui prend plaisir à harceler Billy, se réjouit de voir des enfants affamés et pire, qui a comme objectif premier d'assassiner Barney le chien parce qu'il l'embête et qu'il a défoncé son bonhomme de neige. Ce qui me donne envie d'abolir la peine de mort pour pouvoir la tuer plus lentement. Et l'intrigue du film commence lorsque le père de Billy, lors d'un de ses voyages dans la mystérieuse contrée de Chinatown, entre dans une boutique et achète Gizmo, un étrange animal qu'on appelle un mogwai, pour en faire cadeau à son fils pour Noël. Monsieur Wing, le vendeur, refuse d'abord de lui vendre, mais son petit-fils accepte en secret en faisant promettre à Randall de respecter 3 règles aujourd'hui devenues cultes. Ne pas l'exposer à la lumière, ne pas le mouiller et ne pas le laisser manger après minuit. Bref, des règles assez arbitraires qui seront d'ailleurs tournées en dérision dans Gremlins 2 et qui ne sont présentes ici que pour être transgressées parce que sinon, il n'y a pas de film. Donc Gizmo se fait mouiller, ce qui a pour effet de le faire se reproduire et donc de faire naître d'autres mogwai qui ont tous l'air nettement moins sympathiques et mignons que Gizmo, et ces derniers se débrouillent pour manger après minuit, ce qui les fait se transformer en Gremlins. Ce qui amène une naturelle question. Qu'est-ce que c'est qu'un gremlin ? Un gremlin est une petite créature imaginaire malveillante qui vient au départ d'une légende dans l'aviation britannique qui date de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les pilotes de la Royal Air Force justifiaient les défaillances techniques de leurs avions par la présence de petits monstres qui sabotaient les machines. Le terme est entré dans l'imaginaire collectif occidental par le biais de Roald Dahl, génialissime écrivain britannique, lui-même pilote de chasse pour la Royal Air Force, qui écrit en 1943 son premier livre pour enfants, The Gremlins, qui met donc en scène les fameuses créatures. Pour l'anecdote, le livre devait au départ servir de base pour un film de Disney, mais qui sera jamais fait pour des raisons de droit. Depuis le livre de Roald Dahl, nombre d'œuvres ont mis en scène des gremlins, tels que Lapin et Lutin, un dessin animé Merry Melodies, qui met en scène Bugs Bunny qui se retrouve face à une de ces méchantes bestioles, ou encore Cauchemar à 20 000 pieds, un des plus célèbres épisodes de la 4ème dimension, tiré d'une nouvelle de Richard Matheson, dans lequel un personnage interprété par William Shatner repère un gremlin qui dévore l'aile de l'avion dans lequel il voyage. L'épisode, réalisé par Richard Donner, a été parodié plusieurs fois, notamment dans 7 épisodes des Simpsons, et sera repris dans le segment de George Miller du long métrage de la 4ème dimension. Ce qui est assez intéressant puisque la 4ème dimension et les Looney Tunes sont deux influences majeures pour Joe Dante. Donc on retourne au film qui à partir de là va nous montrer les gremlins commettre moultes exactions diverses et variées, transformant la ville de Kingston Falls en un gigantesque chaos. Il commence par attaquer la mère de Billy qui l'espace d'une séquence devient ultra badass. Des petits trucs rigolos, cric cric. Des bidules pour l'apéro, crac crac. Des cacahuètes salées, cric salées. Donc les gremlins se multiplient, détruisent tout sur leur passage, tuent, dansent, jouent au poker, font flipper tout le monde, assassinent plusieurs personnages dont le prof de sciences de Billy et surtout Madame Deagle, qu'ils font valdinguer en trafiquant son monte-escalier, ce qui la propulse par la fenêtre de sa demeure. On pourrait s'arrêter quelques secondes sur l'effet Tardis de cette maison qui contient visiblement vachement plus d'étages à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais en même temps si ça me permet de la voir souffrir un peu plus longtemps, je veux bien faire l'impasse là-dessus et me contenter de quelques applaudissements indifférents. Olé. Bref, Billy, Kate et Gizmo forment une résistance et décident de combattre les gremlins. Ils arrivent à presque tous les faire exploser dans un cinéma, à l'exception de Stripe, le leader des vilaines bestioles, qui se réfugie dans un centre commercial, dans lequel il est tué par Gizmo, qui l'expose à de la lumière. Tout est bien qui finit bien, la famille rentre chez elle, Monsieur Wing vient récupérer Gizmo, et c'est la fin de Gremlins sur un très joli plan. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Très bien, très bon film. Oui. Et on n'est pas les seuls à l'aimer, loin de là, puisque comme je le disais plus tôt, le film a rencontré un succès planétaire, devenant rapidement un classique de Noël. Alors qu'il est sorti en juin. Ça c'est fort. Gizmo et les Gremlins se sont très vite transformés en monstres cultes et comme souvent tout ça inspirera une petite flopée de films qui vont surfer sur la vague de sa réussite en mettant en scène des vilaines bestioles méchantes qui veulent tout péter. Des films franchement pas tip top pour pas dire plutôt naze que j'aurais donc bien du mal à vous recommander, peut-être à l'exception du premier Critters qui me faisait un peu peur quand j'étais petit et qui d'ailleurs selon le réalisateur a été écrit avant qu'il ne voie Gremlins, ce qui en fait une contrefaçon accidentelle. Et tout le monde s'en fout. Et pourquoi pas Troll 2 aussi, un gros nanar improbable sur lequel je vais pas m'arrêter non plus outre mesure puisque mon temps comme le vôtre est précieux et qu'il y a bien trop de super films pour s'arrêter sur ce genre de production, qui de toute façon évidemment n'atteindra pas la cheville de la moitié du quart du 8e du degré de célébrité de Gremlins, qui déclinera son univers et ses personnages dans une suite, Gremlins 2 la nouvelle génération en 1990, un excellent film très différent du premier et en une voie lactée de produits dérivés en tout genre, à commencer évidemment par des adorables peluches de Gizmo, trop mignons, et tout un tas d'autres trucs comme des jeux vidéo par exemple, dont le plus sympathique est très clairement Gremlins 2 sur NES, un excellent jeu de plateforme vu du dessus qui reprend la trame du deuxième film. Un succès de fou furieux donc qui place Gremlins au centre du cortex cérébral de toute une génération d'adolescents, et avant que vous ayez le temps de vérifier la justesse biologique de ma dernière phrase, j'embraye sur l'évidente question: pourquoi est-ce que c'est super bien Gremlins ? Et bah déjà c'est bien parce que c'est bien fait. La lumière est magnifique, tout est très bien rythmé, les acteurs sont très convaincants, ils sont dans un surjeu mais qui est tout à fait justifié par le ton du film, la musique est fantastique, les effets spéciaux sont cool, les moments qui doivent faire peur font peur, ceux qui doivent faire rire font rire, c'est le top du top.
du top. Tout ça justifie volontiers l'engouement généralisé pour Gremlins, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin pour vous expliquer pourquoi ce film et son réalisateur me sont particulièrement sympathiques, et pourquoi je pense que sa filmographie a trouvé une résonance particulière dans le cœur des cinéphiles. Et comme point de départ à cette réflexion, je vais utiliser un concept que j'ai trouvé dans le très bon livre Joe Dante, l'art du jeu de Franck Lafont, qui développe une idée qu'il appelle le syndrome de Wack. Et pour vous expliquer ce qu'est le syndrome de Wack, on va parler d'un autre film de Joe Dante. Explorers. Explorers est le premier film que Joe Dante réalise après Gremlins en 1985 et il met en scène un groupe d'enfants passionnés par l'espace et les extraterrestres qui réussissent à construire un vaisseau spatial. Ils finissent par rencontrer un extraterrestre qui s'appelle Wack, dont je vous laisse apprécier le design. Wack. Qui a grandi en captant des programmes télé de la Terre et qui donc ne s'exprime qu'en citation. L'idée est très intéressante et ce que dit Franck Lafont en substance, c'est que Joe Dante lui-même souffre du même syndrome que le personnage de Wack. Et que donc il est, comme Wack, quelqu'un qui s'exprime par citation. C'est quelque chose de pas évident à voir au premier abord dans des films comme Gremlins, mais le film, comme tous les autres de Joe Dante, est surbourré de références à d'autres films. Et même cette idée du syndrome de Wack y est déjà présente au travers du personnage de Gizmo qui apprend les choses en regardant la télé. Ça nous fait une belle jambe, pense déjà beaucoup. Après tout, c'est ni le premier ni le dernier réalisateur ultra référentiel à mettre des extraits de films dans son film. La plupart du temps, on s'en sert pour accroître la sensation de réel, simplement parce que les personnages connaissent les mêmes films que nous et que donc ça rapproche un peu l'univers du film au nôtre. Dans le cas de Gremlins, ce procédé est utilisé un peu différemment, dans le sens où l'univers du film ne se veut pas réaliste et flirte souvent avec le loufoque. C'est dégueulasse cette illustration. Et donc que la présence de références à d'autres films a, selon moi, plus pour fonction d'apporter une dimension satirique supplémentaire en mettant en parallèle les films en question avec la vie des personnages de Gremlins pour en souligner l'artificialité. Les deux plus importantes références étant celle faite à La vie est belle de Frank Capra, connu pour sa dépiction idéalisée de la banlieue américaine, qui semble être le modèle à partir duquel la famille Pelzer décalque sa vie, et celle qui est faite à L'invasion des profanateurs de sépulture, qui renvoie à la paranoïa de ses personnages. Toutes ces questions sont fort intéressantes, mais ce que je viens de dire ne suffit pas à définir ce qui fait la spécificité de l'utilisation des références dans le film. Parce que ces références-là, les films qui passent dans des écrans dans Gremlins, ne sont en fait que celles qui sont visibles au premier coup d'œil, qui sont bien sûr vecteurs de sens dans la façon dont elles sont intégrées à l'intrigue, mais qui en réalité ne sont qu'une façade derrière laquelle se cache une myriade d'autres références beaucoup moins évidentes et parsemées tout au long de Gremlins déjà, mais même de tous les autres films de Joe Dante. Des détails absolument invisibles lors d'une première vision du film qui deviennent impossibles à ne pas voir dès lors qu'on a mis le doigt dessus. Des références qui concernent aussi bien des films d'autres réalisateurs que ceux de Joe Dante lui-même et qui constituent tout le sel de son cinéma. En faire une liste exhaustive mais totalement impossible, mais on peut quand même essayer de souligner 2 ou 3 trucs. L'action du film se déroule dans la ville de Kingston Falls, cela fait probablement écho à Bedford Falls où se situe l'action de La vie est belle de Frank Capra. Un magnète en forme de smiley est accroché au frigo dans lequel Billy va chercher de la nourriture pour les mogwai. Dans Hurlement de Joe Dante, les smileys indiquent la présence de loups-garous. Le docteur de la ville s'appelle le docteur Moreau, en référence à L'île du docteur Moreau, un roman de H.G. Wells adapté plusieurs fois au cinéma. Le cinéma projette les films A Boy's Life et Watch the Skies, les titres provisoires utilisés respectivement pour E.T. et pour Rencontre du troisième type de Spielberg. Une des inventions de Randall est un presse-agrumes mécanique et lorsque Billy veut se faire un jus d'orange, on entend quelques notes de musique qui rappellent la musique d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Et je vous parle même pas des posters de films dans le fond, là il y a celui de Mad Max 2, là il y a celui de la 4ème dimension, des magazines de cinéma, bref, il y en a plein. Et encore, là c'est juste quelques références dans Gremlins, mais elles sont si présentes dans la filmographie de Joe Dante qu'elles deviennent presque un décor à part entière dans lequel les personnages évoluent. Et c'est ça qui selon moi est fantastique chez Joe Dante, parce que ces films sont des films dans lesquels on propose aux spectateurs d'être actifs, de jouer à décoder cette immense toile d'images qui renvoie à d'autres images, ce qui est une expérience jouissive et surtout extrêmement gratifiante puisque le film récompense notre curiosité et donc notre implication dans son univers. Et plus on fait l'effort d'aller vers le film, plus on comprend que la simplicité apparente de son intrigue cache, au-delà des références, un réseau extrêmement complexe de signes et d'indices. Tenez par exemple, prenez ce plan. Au premier abord, vous vous dites, ah bah ce personnage se balade dans un quartier populaire et il y a quelqu'un qui a eu un petit accident de bagnole. Mais en réalité, ce plan est un plan annonciateur de ce qui se passera plus tard dans le film. Parce que cette voiture est une voiture américaine des années 70 de marque AMC qui s'appelle Is it Pinto, Vega or Gremlin? That's right! Gremlin has the lowest list price! You have won our grand prize! Elle est éclairée par un néon vert qui est la couleur des Gremlins sur un fond rouge qui renvoie au chaos qu'ils vont déclencher dans la ville. Bref, voilà, c'est pour ça que j'aime Gremlins, parce que c'est un film fait par un cinéphile. C'est un film qui est traversé d'un amour sincère pour le cinéma, qui me fait aimer le cinéma. C'est un super film, y a aucun doute là-dessus, c'est un classique total et infini, et c'est un honneur de consacrer notre premier épisode à un tel chef-d'œuvre. Je pense que ici tout le monde est d'accord, vous êtes d'accord ? Ouais, c'est mon film raciste préféré. Pareil. Voilà, donc on va pouvoir conclure là-dessus, c'était Kamel Debiche pour Chroma, et on se revoit dans un mois. Ciao !
Attends quoi ? Oui, alors donc on reprend. En fait, Gremlins, malgré son certain succès fulgurant, a subi nombre de critiques diverses et variées au cours des années. La plupart du temps, cela a concerné la violence du film qui, à l'époque, avait gentiment choqué une partie des critiques. On avait vu plus violent avant, évidemment, mais le côté film pour jeunes a aggravé la situation. Le film est d'ailleurs, avec Indiana Jones et le Temple Maudit, celui pour qui a été créé le PG-13, une nouvelle catégorie de classification des films qui les déconseille au moins de 13 ans. Ça concerne les films trop violents pour être PG, donc déconseillés au moins de 10 ans, mais pas assez pour être R-rated, donc interdit au moins de 17 ans non accompagné. Ce qui est drôle, c'est que le film avait déjà été aseptisé par rapport à ce qu'il devait être au départ. En fait, le script de départ, écrit par Chris Columbus, était beaucoup plus sombre que le film. Une anecdote assez amusante est que certains critiques de l'époque ont écrit des papiers sur sa violence en faisant croire qu'ils avaient vu le film, mais en citant des scènes qui avaient été supprimées du scénario. He didn't see the movie, he read the old script, and so he talked about the dog being killed and the mother's head bouncing down the stairs, and this was all stuff that was in an early draft that we completely changed. We outed him. And I was so outraged. Mais la violence du film n'est pas la seule chose qui lui a été reprochée. En effet, nombre d'analyses que j'ai lues reprochent au film son racisme. Il a même été élu 50e film le plus raciste du monde par le site Complex. La raison avancée est que les Gremlins représenteraient les minorités ethniques et particulièrement les Noirs, et que le film leur associe volontairement des stéréotypes racistes de l'époque sur les Noirs américains, à savoir le fait qu'ils se battent dans les bars la nuit, qu'ils mangent du poulet, qu'ils portent des bérets, qu'ils font du breakdance, et plusieurs autres trucs. Pire, pour certains, ça serait un film qui fait l'apologie de l'esclavage au travers du fait que les Mogwai sont inadaptés au monde et doivent rester en cage à la fin du film. Alors je préfère prévenir tout de suite, je ne crois à aucune de ces théories, mais y réfléchir va m'amener à quelques points très intéressants. En fait, j'y crois pas parce que, selon moi, les preuves qui sont avancées peuvent toutes être comprises comme quelque chose d'autre. Ils portent des bérets parce qu'ils défoncent un bar irlandais, le cliché de la violence s'applique globalement aux classes populaires sans distinction de couleur de peau, et ça, pour moi, c'est clairement pas du break. Ça, c'est une référence à Flashdance. Bref, malgré tout, je comprends la démarche initiale dans le sens où la dimension de satire sociale du film et sa construction renvoient de façon évidente à la fable, et c'est tout à fait normal de le comprendre au travers d'un prisme de symbole. Moi-même, j'ai ma théorie sur le sujet, je pense simplement que les Mogwai représentent les enfants et que le film dit que si on les élève sans respecter certaines règles, en leur donnant à manger n'importe quand, en les laissant passer la journée dehors ou en les lavant, on les éduque mal et ils deviennent des méchants petits rebelles qui veulent tout casser. Ça, c'est ma théorie à moi qui est pas forcément la bonne, mais qui est celle que je défends. Mais même cette théorie-là n'est pas une fin en soi, puisque je pense qu'elle ne suffit pas à comprendre complètement les implications morales du film. Et pour ça, je vais revenir sur son scénario original écrit par Chris Columbus. Comme je vous l'ai déjà dit, le scénario était beaucoup plus violent et il existait quelques différences avec le film. Gizmo, au départ, devait se transformer en Gremlins comme les autres. C'est Spielberg qui a eu l'idée d'en faire un personnage important et lui et Joe Dante ont rendu le film moins violent. Dante y ajoutant une dimension satirique en s'inspirant des Looney Tunes dont il était fan. Et c'est là que, selon moi, le film trouve son sens et sa spécificité. Parce qu'ajouter cette dimension cartoonesque au film et lier ça aux Gremlins, qui transforme l'univers du film en chaos burlesque, a aussi pour effet de les rendre beaucoup plus sympathiques pour les spectateurs, et les rapprocher aussi de Joe Dante lui-même, qui explose dans un feu d'artifice de pop culture anarchique. Par ailleurs, il faut ajouter à ça que l'univers de départ du film est bourré de dysfonctionnements, et que c'est avant tout un détournement moqueur de l'imagerie des banlieues américaines des années 80. Selon moi, le film n'est pas à charge contre les comportements des Gremlins, mais beaucoup plus contre celui des humains. Et je vais étayer ça en faisant ce que, visiblement, le film me demande de faire, m'intéresser à ce qui se passe dans le background. À la fin du film, après que tous les Gremlins aient été tués, on assiste à un reportage télévisé sur le sujet. Un reportage d'ailleurs présenté par un journaliste du nom de Lou Landers, qui est un personnage déjà présent dans Hurlement et dont le nom renvoie à un cinéaste de genre américain très prolifique entre les années 30 et les années 60. Bref, on s'en fout, mais donc, ce personnage fait en gros un bilan de ce qui s'est passé dans le film, et si on tend l'oreille, on entend ceci. La mort très étrange de Madame Ruby Diggle, la veuve de Donald Diggle, qui fut emprisonnée pour escroquerie bancaire, semble mettre fin au projet très controversé de l'usine de produits chimiques. Ne le mange pas. Donc ça signifie que l'action des Gremlins, toute violente et destructrice qu'elle fut, a en fait été d'une certaine manière bénéfique à la ville. Et tout ça fait qu'on est dans un cas très intéressant. Puisque si on résume ce que je viens de dire, ça signifie que le fait d'avoir rendu le film moins violent et de le destiner à un public plus jeune l'a rendu beaucoup plus ambigu et moralement complexe. Dans son incroyable livre Faire un film, le génial réalisateur Sidney Lumet, en parlant de la façon dont il travaille avec les scénaristes, dit que, de ses discussions avec ces derniers, naît un troisième film. Pas celui que le réalisateur a en tête, ni celui du scénariste, mais un autre film. Le cinéma est un art collectif. C'est sûrement le truc le plus évident du monde à dire, mais ça signifie aussi que le sens d'un film peut être altéré par tous ceux qui jouent un rôle conséquent dans sa fabrication. Ça veut dire que le scénario ultra-violent de Columbus, la cinéphilie de Joe Dante, l'envie de Spielberg de vendre des peluches, le thème musical enjoué de Jerry Goldsmith, les choix de lumière, de montage, tout cela participe à créer le sens du film. Et il arrive parfois que les astres s'alignent dans une magnifique harmonie et produisent un film intéressant, drôle, beau, bref, top cool, méga chouette. Et c'est très, très réjouissant. Vive Gremlins, vive Joe Dante, vive les bons films. Gilles, je te laisse conclure. Joyeux
Eh, en effet, tu t'en souviens super bien. Ça va ? Ça fait super mal. Putain, je suis désolé mec, je sais que c'est de ma faute. Puis là, on n'arrivera à rien de toute façon, vaut mieux qu'on rentre chez nous et on retourne à notre petit quotidien. Notre quotidien ? Connard ! Et ma carrière de dessinateur de sphinx, t'en fais quoi ? Comment je fais pour dessiner des sphinx avec une putain de main en moins ? T'as déjà essayé de dessiner des sphinx avec les pieds ? On dirait des... répète ce que tu viens de dire. Notre quotidien ? Connard ! Et ma carrière de dessinateur de sphinx, t'en fais quoi ? Comment je fais pour... Un sphinx ? C'est un sphinx ! Il t'a dit quelque chose avant de te tirer dessus ? Il m'a demandé mes papiers. Je crois que je sais quoi faire. Vos papiers, s'il vous plaît. Suivez-moi.